quand je fais la course, j'ai toujours envie de gagner. Donc, je pense que la flamme de la victoire m'anime aussi. Donc, Elle a été championne du monde junior à 17 ans, vainqueur du classement général de la Coupe du Monde en 2020 et sa quête n'est pas encore terminée. j'adore ça. Et le vélo, ça a été vite une passion pour moi. Et je pense que c'est le plaisir avant tout aussi. Marine Cabirou a grandi à Millau, au milieu des pistes techniques du sud de la France, avec un premier vélo de descente un peu spécial. C'était un vieux cadre à lui qu'on avait ressoudé pour faire mon premier vélo de descente, qui était trop grand et qui avait rien qui allait au final pour moi dessus. Mais j'ai fait des courses avec ce vélo et j'ai réussi à gagner. Donc, Après 12 ans au sein du team Wool Racing devenu Scott DH Factory, elle fait un choix radical, tout quitter pour rejoindre le team Canyon et Fabien Barrel. donc je me suis dit, c'est qui tout double. Mais j'essaye, c'est le moment de ma carrière où je devais prendre la décision Avec Fabien, c'est une autre philosophie, avec un seul objectif. d'arriver après dans une équipe comme Canyon et où tout est fait pour la performance, pour gagner. C'est aussi ce que moi je recherchais aussi et que je trouvais qui me manquait chez Scott, parce que moi mon objectif principal c'est de gagner. Quand je vais sur une course, je veux gagner. Et quand on vise la victoire à ce niveau, chaque détail compte. Un clic de suspension en trop, un matin de finale et tout peut basculer. J'arrive en bas, j'ai dit ça va pas du tout, c'est la catastrophe, le vélo ça va pas, il faut pas faire ça. Du coup là, matin de finale, donc un peu panique à bord, j'ai dit bon allez, repartons dans le sens. Aujourd'hui, il ne manque à Marine qu'un seul titre, le plus beau à ses yeux. C'est sûr que j'y cours toujours après et j'espère l'avoir un jour. Et maintenant, mesdames et messieurs, place à mon invité du jour, Marine Cabirou. Bon Marine, la reine des comebacks. Tu nous prévois un truc en 2026 ? Honnêtement, si je peux éviter en 2026 de devoir faire un comeback, ça m'arrangerait. Oui, non, je pensais plus à la suite du comeback plutôt à la raison du comeback. Ouais, c'est sûr que 2026, on va dire que j'ai eu plutôt un bon hiver. Le début de saison en Corée, c'est pas forcément du mieux passé pour moi. Enfin, j'ai été dans le coup, mais j'ai chuté. Donc bon, ça fait partie du jeu, on le sait, mais je me sens bien, je me sens en forme. Tout se passe bien, dans la tête, tout va bien, le corps va bien. Donc bon, j'espère que 2026, ça va le faire. Le vélo va bien ? Ouais, franchement, le vélo au top. Je suis vraiment contente du nouveau Canyon du Sender. Franchement, pour l'instant, on a bien bossé cet hiver en plus avec mon mécano, donc je suis vraiment contente. Ok, bon. Donc, cette année, donc, comme l'année dernière, nouveau team Canyon, ok, avec Fabien Barrel, qui est donc team manager. Non, il n'est pas team manager, il est quoi? Il est consultant pour le team? Il est team manager. En gros, ils Team sont deux. manager, ouais. Ouais, Bon. il y a lui et Gabe, ils sont tous les deux. Chacun ont leur partie. Fabien a le côté plus technique et Gabe plus le côté Ok. intendance, on va dire. Ouais, Mais ils très bien. sont tous les deux. Bon, très bien. Team manager, pardon. Avant de parler de cette, enfin voilà, de 2026, l'actu, la saison, et cetera, j'aimerais qu'on comprenne un petit peu comment tu en es arrivé là et ce que c'était, Marine qui commence à faire du vélo. Comment tu arrivé au vélo? Ouais, c'est vrai que je suis arrivée au vélo un peu naturellement. Mon frère, mon cousin en faisaient. Du coup, je les ai un peu suivis comme ça, au fur et à mesure. Mes parents allaient sur les courses aussi. Donc, du coup, j'étais sur les courses au lieu de rester sur le bord à regarder. Du coup, je me suis mis à faire des compétitions. Et au final, une fois que j'ai commencé, j'ai plus arrêté. Donc, ouais, c'était vraiment un peu par passion. Je faisais aussi du handball en parallèle quand j'étais plus jeune. Et après, arrivé à l'âge de 6e, ouais, on va dire, mes parents m'ont dit: «Beh, voilà, maintenant il faut prendre une décision. Avec le collège, on peut pas tout faire tous les sports, c'est un peu compliqué». Du coup, naturellement, j'ai choisi le vélo et au final, j'ai plus jamais arrêté. Parce que donc tu nous dis ton frère, hein, quand même, Rudy Cabirou, qui a roulé en coupe du monde lui aussi. Je me rappelle plus très, très bien tous ses faits d'armes. Tu peux nous faire un petit rappel, Ouais, si tu as tout en tête, mais tout en tête, je sais pas, mais oui, il a aussi roulé en coupe du monde, il a fait quelques top 10, mais après, ouais, il a eu une bonne carrière, mais maintenant il s'est reconverti et il est plutôt du côté coach et voilà, et moi je suis toujours sur le côté, compétition à fond. ouais, ouais, donc Rudy, si je me souviens bien, l'un de ses derniers teams, c'était production privée avec ce vélo en alu, tout usiné, collé, tout ça, qui était magnifique. Exact, c'est bien ça. Ah, très bien. Bon, donc 6e, tu décides de te mettre à fond dans le VTT.
C'est quoi? Tu te mets tout de suite à faire des courses ou tu es en club? Comment ça se passe? Bah, en fait, je suis en club à Millau. Du coup, on a le club qui s'appelle le CSO Millau, avec une école de vélo où il y a des cours tous les mercredis et tous les samedis pour les jeunes à tout âge, en gros. Et du coup, beh, j'étais déjà au club quelques années auparavant et là, du coup, bah, je continue. Je faisais déjà quelques compétitions avec les TRJV, du coup, j'ai attaqué par ça et au fur et à mesure, bah, j'ai évolué, j'ai commencé à faire quelques courses, j'ai fait des résultats assez rapidement donc forcément, quand on fait des résultats, bah, ça motive de faire d'autres courses et on se prend vite au jeu. Mmh. Qu'est-ce qui t'a, parce que tu nous dis un résultat et qu'est-ce qui t'a, vraiment donné envie de pousser ou en tout cas d'y aller à fond de manière sérieuse, voire de prétendre à être, professionnel? Bah, à cet âge-là, je m'attendais pas du tout à un jour devenir professionnel. Pour moi, c'est le sport, j'ai peu importe le sport, j'aime être dehors, faire du sport, j'adore ça et le vélo, bah, ça a été vite une passion pour moi et je pense que c'est le plaisir avant tout, aussi l'adrénaline que ça procure aujourd'hui en descente. Peut-être on en a moins quand on est plus jeune et quand on fait des petites compétitions, mais ouais, je pense que c'est surtout le plaisir de rouler, d'être dehors avec les copains, profiter, c'est surtout ça qui m'a attiré au début. Mmh. Et alors, donc tu as un frère qui roulait très, très bien et beaucoup. Hem, on a vu d'autres pilotes, féminines qui ont été inspirées par leurs frères et qui ont eu aussi des carrières. Je parle de Rachel Atherton, par exemple. Hem, quelle, quelle place a eu ton frère justement dans ça, dans le fait que tu as vraiment poussé le truc? Bah, je pense que c'est sûr que ça m'a aidé parce que, bah, il faisait de la descente. Du coup, j'ai eu mon premier vélo un peu grâce à lui. Il avait des partenaires, c'était un vieux cadre à lui qu'on avait ressoudé pour faire mon premier vélo de descente qui était trop grand et qui avait rien qui allait au final pour moi dessus, mais j'ai fait des courses avec ce vélo et j'ai réussi à gagner donc c'est vrai que ça aide, toujours d'avoir quelqu'un devant soi, notamment pour tout le côté aussi matériel, déplacement. On était dans la même équipe avant donc quand on était jeunes, donc c'est sûr que ça aide pour se déplacer et pour faire les premières compétitions. Ouais. À quel moment tu as senti qu'il y avait un vrai que tu avais franchi un cap? Je pense que j'ai vraiment pas senti où j'ai franchi un cap quand on commence à rouler en coupe du monde à partir de la catégorie junior. Là, quand on se retrouve avec tous les grands noms autour de nous qu'on admire depuis qu'on est enfant, quand on est avec, Myriam, Rachel, Emmeline avant, enfin toutes ces personnes-là qui, quand moi j'ai attaqué en junior, je me suis dit: «Waouh, c'était incroyable de me retrouver là» et du coup, là, on ressent au final qu'on est à un autre niveau et qu'on est plus dans la même cour qu'avant et que maintenant on est au milieu de toutes ces personnalités-là, j'ai envie de dire. C'était qui toi tes inspirations? Bah, c'est vrai que ce soit Rachel, Myriam, Loïc, parce que même quand moi j'étais jeune, il était déjà très fort. Toutes ces personnes-là, c'est toujours, des grandes inspirations et ça le restera toujours, c'est sûr que c'est cool. Ouais. Myriam, Rachel, ouais. Tu j'imagine qu'il y a quand même un moment où effectivement tu es arrivé sur les coupes du monde et tu commençais à rouler avec elles. Hem, quand est-ce que tu as commencé à sentir que tu faisais vraiment partie genre du club, quoi? Je sais pas s'il y a un moment précis où tu sens que tu fais partie du club, mais c'est sûr que quand tu commences à gagner des coupes du monde, là tu te dis: «Ouais, ça y est, je suis enfin au même niveau que toutes ces personnes-là, en fait». Une fois que tu as gagné, tu te dis: «Bah, c'est bon, pas qu'on est à égalité, mais ça y est, j'y suis et je peux rouler aussi vite qu'elle», donc c'est ça y est, tu te dis: «Bah, on y est». Ouais, ça va. Ta première coupe du monde, c'était? À Val d'Isole en 2019. Val d'Isole 2019. Pas la piste la plus évidente. Non, pas la piste la plus évidente, mais une piste que j'ai toujours énormément appréciée et qui est très difficile techniquement et je pense que c'est aussi un de mes avantages Mmh. et du coup, je me suis toujours assez sentie à l'aise là-bas. Pourquoi? Parce que tu as toujours plutôt privilégié la technique? Ou c'était un domaine dans lequel tu étais plus à l'aise? La technique? Ou je sais pas, il y avait autre chose? Je pense que ouais, j'ai toujours été assez à l'aise techniquement, on va dire, que ce soit sur les sauts, dans les passages, techniques. Après, quand j'étais plus jeune à l'école de vélo, on faisait aussi beaucoup de trial, on faisait un peu de toutes les disciplines, on va dire, donc je pense que ça aide aussi,
à développer le côté technique Mmh. et c'est vrai que je me suis toujours sentie très à l'aise, sur un vélo. Ouais. Après je pense que vers chez moi, les pistes sont quand même aussi très techniques à Millau, que ce soit en vélo d'enduro, en vélo électrique ou en vélo de descente. Peu importe le côté où on roule, c'est quand même des trails assez engagés, j'ai envie de dire, Mmh. donc je pense que ça y fait un peu. Ton 1er, v ton 1er vrai team, c'est Wool Wool Racing? Ouais, c'est Ouais, ça, avec Flo, notamment. exact. Hem, Comment tu es arrivé dans ce team? C'était avec Rudy aussi? Ouais, ça Entre s'est autres? fait un peu Mmh. de fil en aiguille au final. Je faisais quelques coupes de France comme ça quand mes parents allaient sur les courses. Au tout début, enfin même au début, c'était même pas des coupes de France, c'était des coupes régionales et Rudy était chez Wool Wool et du coup, moi, je faisais les coupes régionales un peu à côté et puis je gagnais les courses. Du coup, j'ai rencontré Patrice, comme ça, de fil en aiguille et du coup, quand il a vu mes résultats, il s'est dit: «Beh, peut-être qu'il y a quelque chose à faire» et du coup, il m'a proposé, bah, de faire la saison de coupe de France avec eux. En gros, ils m'aidaient, j'étais avec eux sur le pit, ils m'hébergeaient et j'ai attaqué ma première saison de coupe de France comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait le plus, qu'est-ce qui t'a le plus aidé à progresser? Je pense que, bah, c'est de pas se retrouver seul déjà, d'être encadré, que ce soit, bah, pour, régler le vélo, on va dire, parce que quand on est jeune, on n'y connaît rien. Au final, un vélo, il y a beaucoup de points à maintenant, aujourd'hui, je connais tout par cœur et je sais régler un vélo, pas les yeux fermés, mais presque. Mais quand on est jeune, qu'on débute, c'est très compliqué, j'ai envie de dire, de régler un vélo. Donc c'est jamais évident et puis que ce soit les trajectoires, la piste, de jamais rouler seul, d'être toujours, bah, avec des gens aussi plus âgés et plus grands. Ça apporte aussi, je pense, une maturité, assez tôt Mmh. qu'on peut vivre par souvent dans le sport. Et plus rapide aussi, C'est sûr. ça aide, Oui. ça aide. Donc là, c'est quoi? C'est 2016? Oh, même plus tôt que ça parce que j'ai été championne du monde junior en 2015, donc ma Mmh. première année, ouais, cadette, ça devait être, 2013. 2013, OK. Et donc 2 ans plus tard, championne du monde. Et ouais, du coup junior 2, championne du monde. Comment c'est, comment tu es arrivée à ça? Parce que tu as en t'écoutant, j'ai l'impression que quand même c'est une progression assez, assez linéaire et assez enfin, assez rapide. Comment t'expliques, expliques, enfin, tu vois, d'avoir obtenu ce titre, comme ça? Qu'est-ce que tu as mis en œuvre? Enfin, comment t'expliques ce titre? Je pense que ça s'est fait un peu de fil en aiguille au final et pour moi ça a été fait de façon assez naturelle, on va dire. J'adorais le vélo, j'ai attaqué par des coupes régionales, j'ai fait des coupes de France. J'avais à chaque fois des bons résultats. Quand j'étais cadette, je commençais déjà à faire des podiums en junior vu que c'était une seule catégorie en France, sur les coupes de France et je commençais à gagner des coupes de France en junior. Donc au final, de fil en aiguille, j'ai attaqué les coupes du monde avec ma première sélection en équipe de France, c'était d'ailleurs à Fort William, je pense, ma première coupe du monde et puis ça s'est fait, ouais, assez naturellement. Du coup, les coupes du monde s'enchaînent, je commence à faire quelques podiums donc fur et à mesure, forcément, quand on fait des résultats, on a toujours envie de faire mieux. Surtout, je pense que j'ai, on va dire, un état d'esprit assez compétitif. Quand je fais la course, j'ai toujours envie de gagner donc je pense que la flamme de la victoire m'anime aussi donc au final, une fois que j'ai attaqué les courses, j'ai plus arrêté. Ouais. Tu fait Est-ce que tu as eu le sentiment que tu as dû faire beaucoup de, je sais pas, d'efforts ou de sacrifices pour y arriver? Ou c'était quelque chose de tu as ressenti assez fluide ou facile? Bah, pour moi, ça a été assez naturel, j'ai envie de dire, parce que, je le faisais pour le plaisir. Pour moi, c'était pas une obligation. Après les premières années, je m'entraînais pas comme je m'entraîne aujourd'hui. J'ai fait évoluer mon entraînement en même temps que ma carrière, évoluait, on va dire. Je m'entraînais de plus en plus au fur et à mesure. Mais non, pour moi, c'était pas une contrainte, on va dire. Après, c'est sûr qu'il y a forcément des sacrifices quand on est jeune et qu'on voit tous les copains sortir et que nous, on sait que le lendemain, il faut aller s'entraîner, on sort pas forcément comme tous les copains. C'est sûr que c'est aussi des sacrifices, mais il faut savoir faire les choix qu'on a envie.
Mmh. pour se donner nos chances. Non, mais si je te demande ça, c'est parce que, j'ai enregistré avec, Ben Coulange et que pour lui, ça a pas été aussi enfin, il donnait vraiment l'impression qu'il avait dû beaucoup, beaucoup travailler. Alors je dis pas que tu as pas travaillé, bien sûr, mais que, que le parcours a pas été aussi voilà, fluide ou naturel, tu vois? Et toi, je sais pas si c'est la manière dont tu le dis qui est, «Oui, bah, j'y suis arrivé, c'était très bien» et puis voilà, qui donne, l'impression que, ouais, c'était hyper fluide. Mais en tout cas, ouais, tu donnes l'impression que c'était naturel. Bah, honnêtement, je l'ai vécu de façon assez naturelle Ouais. parce que j'ai pas attaqué à faire du vélo en me disant: «Je veux être champion du monde» ou «Je veux être professionnel». Pour moi, le vélo, c'était une passion avant tout. J'ai fait ça parce que j'aimais ça et que je me suis dit: «On verra ce qui se passe». Après oui, à un moment donné, quand on arrive dans une autre carrière, on se dit: «Beh, forcément, devenir un métier, ça en est un rêve et si on peut y accéder, bah, c'est le plus beau métier du monde», Mmh. j'ai envie de dire. Ouais. Donc ouais, ça a été assez naturel pour moi. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, le fait d'être championne du monde junior? Au final, pas grand-chose, Mmh. parce qu'un titre junior, c'est pas que ça a pas de valeur, mais ça a quand même pas la même, valeur que des victoires en élite ou qu'un titre en élite. Mais déjà, ouais, c'est déjà quelque chose, d'incroyable parce que de vivre ça à cet âge-là, quand on se dit: «Bah, en fait, ouais, on est le meilleur ou la meilleure, du monde», ça reste quand même assez énorme mais au final, ça change pas notre vie, quoi. Quand on est junior, c'est à cette époque-là, c'était encore dur pour les filles de trouver des équipes et d'arriver dans la catégorie élite. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, pas que c'est plus facile pour les juniors d'aujourd'hui, mais les juniors d'aujourd'hui roulent déjà très vite comparé à nous. Il y avait un gros gap entre la catégorie junior et la catégorie élite, alors qu'aujourd'hui, les juniors filles roulent aussi vite que nous. Mmh. C'est marrant parce que, effectivement, junior fille et même junior homme, la vitesse, elle est juste stratosphérique. On voit qu'il y a des, bon, Asa Vermette, qui passe élite, mais des voilà, enfin, des des jeunes élites ou même des juniors qui poussent, mais tellement fort, et presque ça fait peur pour les élites, tu vois? Ou des Ben Coulange ou des élites qui sont là depuis un petit moment, de voir comment ça pousse en junior, c'est fou. Toi, tu ressens ça aussi chez les filles? Ouais, c'est vrai que c'est assez incroyable de voir les jeunes arriver aussi vite, que nous, alors que nous, quand on s'est dit: «Il y a quand même eu quelques années de transition avant d'arriver à performer direct en élite». Aujourd'hui, on a l'impression que, bah, ils arrivent, demain, ils peuvent gagner en élite, du jour au lendemain, quoi. La transition, je sais pas d'où ça vient honnêtement, mais c'est quand même assez incroyable et c'est sûr que même, nous, chez les filles, c'est impressionnant. Après, ça nous donne aussi, une motivation supplémentaire d'aller s'entraîner tous les jours et de se dire: ben ça arrive, ça pousse fort derrière et il faut encore être meilleur, chaque année et donner encore plus pour pouvoir être devant». Ouais. Alors, tu dis que tu sais pas d'où ça vient, mais quand même, est-ce qu'on peut essayer de trouver quelques explications sur l'augmentation du niveau des jeunes, par rapport à, je sais pas, par rapport à ton époque? Je parle pas de la mienne parce que mais ouais, est-ce que c'est quoi? C'est l'accès à du matériel, perfectionné? Est-ce que c'est, l'accès à des teams aussi qui détectent de plus en plus tôt, comme on voit des teams Genes ou d'autres teams, comme ça? Qu'est-ce que toi tu vois? Je pense que c'est sûr, oui. Déjà, il y a beaucoup plus d'équipes qui cherchent des jeunes pilotes, qui recrutent des pilotes très jeunes et très tôt pour, beh, justement penser au futur et trouver les futures stars, on va dire, les futurs meilleurs de la discipline. Donc c'est sûr que ça aide beaucoup. Il y a aussi beaucoup d'avancées technologiques où aujourd'hui les vélos sont au top du top et maintenant un junior a bah, par exemple, moi, il y a une junior fille dans mon team, on a le même vélo. Qu'on soit élite ou junior, on a le même vélo, tout est au top et dès le plus jeune âge, ils ont déjà le vélo au top du top alors que moi, quand j'ai commencé, j'avais un vélo de base où pas rien n'était réglé dessus, mais il y avait des réglages de base et presque on faisait toute la saison comme ça. Alors que là, aujourd'hui, de course en course, on change tout sur le vélo, quoi. Est-ce que ça te semble,
Toi, tu as commencé quand même avec un vélo qui était, comme tu disais, ressoudé, machin, qui était pas parfait, mais ça t'a appris certaines choses. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, il faudrait que les juniors peut-être galèrent un peu plus, pas galèrent un peu plus, mais se fassent un petit peu plus les dents sur d'autres types de vélos avant d'accéder au top du top? Bah, c'est sûr que je pense pas que les juniors, franchement. Honnêtement, les jeunes dans la vie en général, quand on voit, moi par exemple, quand je vois les jeunes de l'école de vélo à Millau, ils ont tous des vélos au top. Déjà à 10 ans, ils ont tous des vélos incroyables, honnêtement. Alors que nous, on a attaqué avec des décathlons tout pourris ou des trucs pas top, quoi. Ça nous a aussi aidé à performer parce que quand le vélo est pas bon, bah, c'est toi qui dois développer tes compétences techniques pour arriver à être meilleur, on va dire. Qu'aujourd'hui, ils ont déjà tous le vélo au top du top et je pense que c'est sûr que ça peut pas faire de mal d'avoir le vélo qui évolue en même temps que toi, du moins. Ouais, et en même temps, à l'inverse, si on prend le contre, argument, c'est de dire, bah, en fait, s'ils ont accès à du matériel de qualité tout de suite, du matériel performant tout de suite, ils peuvent, mettre toutes les chances de leur côté, apprendre avec du bon matériel, apprendre à le régler, à performer avec. C'est sûr que oui. Aussi, c'est un avantage qu'ils ont, autant en profiter de quand on a l'opportunité de pouvoir le faire, c'est sûr qu'il faut la saisir et ça peut pas faire de mal. C'est sûr que ça prend quelques années de savoir bien régler un vélo. Qu'on soit junior, qu'on ait le meilleur vélo, il faut quand même arriver à bien le régler. Après, il y a quand même un bon encadrement aujourd'hui aussi dans les équipes avec les mécanos, les télémétries, les datas. C'est des choses qui maintenant sont devenues, on va dire, normalisées pour tout le monde. Donc c'est sûr que ça aide beaucoup. Mmh. Bon, on revient à toi, donc tu es junior, tu es auréolé de ton titre, mondial, donc tu es en junior 2, hein? Ouais. Tu es en junior 2, donc tu passes élite l'année suivante. Comment tu abordes, cette année élite justement, alors avec ton maillot arc-en-ciel qui vaut, comme tu dis, en junior, mais qui du coup en élite vaut entre guillemets «plus grand chose» à part qu'on t'attend quand même? Est-ce que tu sens une pression comme ça ou est-ce que tu te dis, «Vas-y je fais mon truc et attendez de voir»? Bah, après, moi, c'était quand même différent quand j'étais junior parce que quand on était junior, on devait déjà passer la qualif avec les élites, en fait. Pour se qualifier en junior, c'était les 20 meilleures filles. Il fallait qu'on soit junior ou élite, il fallait être dans les 20 meilleures filles pour pouvoir rouler en finale. Mmh. Donc au final, pour moi, la transition a été pas assez facile, mais je passais déjà les qualifs quand j'étais junior. Donc au final, c'était faire pareil, sauf que là, on n'était pas dans un classement séparé, on était dans le même classement que tout le monde. Donc après, forcément, on veut arriver, bah, déjà à être dans le top 10, puis se rapprocher au fur et à mesure du top 5 et on se met toujours des petits objectifs à atteindre au fur et à mesure pour essayer d'évoluer, de performer de mieux en mieux. Mmh. C'est quoi les objectifs que tu te fixais? Bah, d'abord, c'était le top 10. Après, je faisais souvent septième, septième, septième. Donc au bout d'un moment, le podium était à 5 avant donc après ça a été forcément, bah, d'être le top 5 parce qu'un podium en coupe du monde, quand on a à peine 18-19 ans, ça reste incroyable, Ouais. quoi. Donc forcément après c'était le top 5 et le podium. Très bon. Donc ça, pardon, là tu décroches le titre, le général de la coupe du monde, c'était en 2020, c'est ça? Oui. OK. Hem, tu senti que c'est lequel titre qui te faisait le plus, pas plaisir, mais qui était le plus important pour toi? Est-ce que c'est la course d'un jour, la médaille, le maillot arc-en-ciel et dire que tu es la meilleure du monde ou le général de la coupe du monde et te dire: «Bah, OK, je suis la plus régulière sur toute la saison»? À choisir, c'est pas évident. Après, pour moi, dans mes résultats actuels, je vais dire le classement général de la coupe du monde parce que mon titre, il était en junior. Mais aujourd'hui, si tu me demandes de choisir, cette année, qu'est-ce que je préfère gagner? Je pense que je vais dire le championnat du monde parce que c'est le seul truc que j'ai encore, jamais gagné en élite. Donc forcément que le un maillot arc-en-ciel en élite, ça reste le graal, on peut le porter toute l'année. Que, un général de coupe du monde, reste extraordinaire parce que c'est la consistance sur toute une saison, arriver à être au top sur toute la saison et performer, tout au long. Mais le maillot, on l'a à la fin de l'année et après, il disparaît, on va dire. Mmh. Mais la médaille, tu la gardes? Mais la médaille, tu la gardes et le Mmh. globe de cristal, tu l'as
tu l'exposes sur l'étagère. OK, donc effectivement, plutôt que de comparer le maillot de championne du monde en junior et le général de la coupe du monde en élite, on va essayer de comparer, heu, ce qui est comparable, à savoir les titres en élite. Bon, on en reparlera un petit peu plus tard, mais bon, on te souhaite quand même de pouvoir, comparer ça, un de ces 4. Hem, dans, tu as eu donc une quand même une belle carrière au sein du team, enfin Wool Wool puis Scott, hem et pourtant tu as décidé de changer. Qu'est-ce qui a motivé ce changement? Mmh, je pense principalement que, j'avais besoin personnellement de changement. Ça faisait du coup 12 ans que j'étais avec Patrice, 6 ans chez Scott. J'étais en gros du début de Scott DH Factory jusqu'à ce que je parte chez Canyon. Le vélo était le même pendant 6 ans. Du coup, personnellement, je pense que j'étais arrivée à bout du vélo. Il fallait aussi que je pense que j'avais envie d'une autre approche du côté, course, management de l'équipe et aussi je pense arriver à trouver une équipe plus technique, un peu plus professionnelle, on va dire, parce que c'était le début de Scott, c'était un peu, la suite de Wool Wool. Wool Wool qui était une petite équipe, familiale, ça a gardé l'esprit familial chez Scott et on a évolué comme ça au fur et à mesure ensemble. J'ai passé des années extraordinaires, chez Scott et j'ai adoré. Mais je pense que j'étais arrivée à un moment de ma carrière où je sentais qu'il me manquait un petit truc pour pouvoir performer plus régulièrement. Mmh. C'est-à-dire ce petit truc en plus, c'est peut-être cet encadrement un peu plus, pointu, technique, Ouais, c'est c'est ça? ça. Ouais. Plus de développement sur le vélo, plus d'encadrement technique, plus un staff un peu plus complet. Donc, je pense que c'est un peu tout ce qui a décidé, et je pense que personnellement, quand on est dans quelque chose, on s'enferme un peu dans une routine quand on change pas pendant 10 12 ans, qu'on est avec les mêmes personnes pendant toutes ces années-là. Mmh. Au final, on se dit: peut-être que le changement, ça peut pas faire de mal et si on n'essaye pas, on le sait pas». Donc je me suis dit: «C'est quitte ou double». Mais j'essaye, c'est le moment de ma carrière où je devais prendre la décision. Du coup, je me suis dit: «J'essaye et on verra bien». C'est vrai que c'est courageux, en tout cas, dans un team dans lequel, globalement tu te sens bien, tu connais tout le monde, le mode de fonctionnement, enfin fonctionne, alors même si on entend qu'il est pas forcément optimal à 100. On a entendu Patrice dans un précédent épisode dans Roue libre, il nous expliquait un peu sa méthode donc c'est plutôt le mode familial, c'est, heu, professionnel mais bienveillant à la cool. Et pour connaître, ton nouveau team manager, donc Fabien Barrel, entre autres, hem, c'est plutôt format, on est vraiment, vraiment là pour la gagne, la performance et on va tout mettre, quitte à ce que, des pilotes, par exemple comme Flo Payette, qu'on a également eu dans un précédent épisode de Roue libre, nous disent: «Ah moi, c'est un mode de fonctionnement qui me va pas du tout». Comment toi, tu as perçu justement, ces différences? Heu, Qu'est-ce que ça t'a, ouais, enfin, comment tu as perçu ça déjà? C'est vrai que au final, je suis tombée un peu avec les 2 opposés parce que Patrice et Fab sont 2 personnes totalement différentes. Je pense que au début de ma carrière, ça m'a beaucoup aidé d'avoir une équipe très familiale, très soudée, très oui, qui était toujours là pour nous. Je suis encore très proche de Patrice aujourd'hui et c'est une personne que j'adore. Mais c'est vrai que, d'arriver après dans une équipe comme Canyon et où tout est fait pour la performance, pour gagner, c'est aussi ce que moi je recherchais aussi et que je trouvais qui me manquait chez Scott parce que moi mon objectif principal c'est de gagner. Quand je vais sur une course, je veux gagner et c'est là où je me retrouve aussi avec Fab parce qu'au final, moi et lui ça matche plutôt bien vu qu'on a la même vision et quand tu as la même vision que lui, que toi aussi tu lui montres que tu veux tout faire pour gagner,
et beh, même si des fois tu es pas forcément raccord avec lui, mais que tu expliques ta façon de voir et de comment toi tu fais les choses plutôt que lui aurait fait, bah, ça fonctionne aussi parce qu'en gros, c'est un échange. Il voit qu'on met tout en place, que ce soit avec mon mécano, avec les ingénieurs chez Canyon, avec toutes les personnes de l'équipe avec qui on travaille. On met tout en place pour être au maximum pour gagner. Mmh. Donc je pense que ça s'est fait assez naturellement, mais vu qu'on a un peu la même vision des choses, ça se passe plutôt bien pour Mmh. moi. Et aussi ce qu'il y a chez Fab, c'est l'idée du zéro compromis sur la performance, je pense. Qu'est-ce que tu entends par zéro Le compromis? zéro compromis sur la performance, c'est, on sait que ça marche, on sait que ça gagne et on sait que si on va dans cette direction-là, on obtiendra un résultat. On obtiendra le résultat. En gros, que ça te plaise ou ça te plaise pas, on sait que c'est ça qui marche. Donc en fait, il vaut mieux t'y adapter plutôt que d'essayer de dire que, tu pas d'accord ou autre. Je pense qu'il y a moyen de discuter avec lui. Il est Mmh. quand même très ouvert. C'est sûr que franchement, techniquement, je connais pas beaucoup de personnes qui sont calées comme lui et qui roulent encore, à cette vitesse-là. J'espère pouvoir, continuer à rouler pendant des années, mais quand je le vois rouler sur un vélo encore aujourd'hui et tout ce qu'il teste encore, pour nous, qui nous dégrossit le travail, mais je pense qu'il y a toujours moyen de discuter et quand on n'est pas d'accord avec lui, si on y explique nos raisons Oui. pourquoi nous, on préfère ça et que ça nous convient mieux personnellement, bah, il te dira jamais: «Non, c'est moi qui ai raison et fais ce que je te dis». Si tu prouves par A plus B que toi, ça te convient mieux de cette façon, et beh, il te dira: «Si tu penses que c'est ça qui te va mieux, vas-y fonce». Ouais, j'aime bien l'idée d'effectivement d'argumenter. En tout cas, si tu dis: «Non mais, Fab, je sais», enfin Fab ou n'importe qui d'ailleurs, Mmh. «Je sais, ça marche et je vais te montrer, enfin voilà mes arguments et voilà mes résultats également». Je pense qu'effectivement n'importe qui peut l'entendre. Hem, Est-ce qu'il y a un ou plusieurs choses, une ou plusieurs choses qui t'ont particulièrement marqué à ton arrivée dans le team? Hem Peut-être qu'effectivement, c'est un nouveau vélo déjà, auquel il fallait que tu t'habitues, la structure, l'entraînement, la performance. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs choses qui t'ont, voilà, qui t'ont particulièrement marqué quand tu es arrivé? Oui, bah, c'est sûr que déjà, bah, pas mal de choses m'ont marqué. C'est sûr que le vélo déjà était un gros point. Mmh. La première fois où j'ai testé le vélo, j'ai été assez bluffée et sans rien faire de spécial sur le vélo marchait déjà très, très bien. Mmh. Et après, c'est sûr que tout ce qui est fait autour du vélo, que ce soit les relations qu'on a avec les ingénieurs chez Canyon, le travail qu'on fait, avec les suspensions, tout est fait en gros pour performer et c'est sûr que d'arriver à trouver une équipe où, ben, en gros, on t'écoute quand tu demandes quelque chose, on essaye toujours de s'adapter à toi et de te donner le meilleur pour ce que toi tu souhaites, c'est assez exceptionnel et c'est vrai que j'ai trouvé ça avec Canyon et je suis vraiment très contente de la relation qu'on a aujourd'hui. Mmh. Et tu as le sentiment que, enfin, c'est plus facile une fois que tu es passé de l'autre côté, mais tu as le sentiment après coup que tu étais peut-être un petit peu étriqué dans le team Scott, notamment en vélo, enfin performance et cetera, et que tu as plus les moyens aujourd'hui de performer et de continuer à grandir? Je pense que c'était 2 approches différentes déjà qu'ont les 2 marques, que ce soit Scott ou Canyon, parce que on va dire que Scott était dans le haut niveau, mais la DH était pas leur principal secteur d'activité. Mmh. Avec Nino qui était là et qui gagnait tout depuis des années, ils se sont beaucoup concentrés autour de Nino. Mais après, on travaillait aussi beaucoup avec Scott, mais il y avait moins de développement. Là, on travaille, toutes les semaines. Dès qu'on fait des testings, mon mécano, il fait des feedbacks aux ingénieurs et on a un retour. Si on veut essayer des nouvelles pièces, ils nous font des nouvelles pièces. Ils nous font des pièces spécifiques si on veut tester. Mmh. On avait moins ce côté-là chez Scott. Mais après, il y avait Ben Walker qui était là aussi et qui est une personne, très intéressante avec qui aussi j'ai beaucoup appris, tout au long de mes années chez Scott et c'était des approches très différentes et c'est jamais évident quand on connaît pas les marques et quand on débarque dans une marque de savoir exactement comment ça va être. Mais c'est sûr que c'était 2 marques très différentes, on va dire. Ouais, bah et puis, c'est vrai que Scott, est une superbe marque, mais elle est pas connue pour faire des développements sur des vélos de descente, heu, très fréquents. C'est-à-dire que généralement
quand il y a un vélo de descente Scott qui sort, il reste longtemps. Et il reste longtemps, puis il sort de suite en carbone, souvent. Donc le moule est fait, donc après pour modifier des choses, c'est plus compliqué. Que par exemple là, quand le nouveau Sender est sorti, vous avez dû un peu tous voir le prototype qu'il y a eu en gros Ouais. qu'ils appellent, Einstein avec des trous dans tous les sens pour pouvoir essayer en gros un peu toutes les géométries possibles, avant de pouvoir sortir le vélo final en carbone où là aujourd'hui, eh ben, on peut encore, tout adapter, où ils font des bras arrière spécifiques, où on peut rajouter des petites plaques pour la rigidité, enlever en fonction des pistes, et qu'on peut adapter en permanence. Ouais, alors qu'effectivement, un cadre en carbone, comme c'est le cas du Gambler, bah, c'est un moule qui coûte excessivement cher et du coup, on peut pas le changer comme on veut. C'est ça, une fois que le vélo est finalisé et que, ben, en gros, le vélo il arrive, c'est le vélo de série, il est là et maintenant il faut après on après ils nous faisaient toujours des petites pièces spécifiques pour essayer de l'améliorer, des bases arrière en alu pour le modifier un peu. Mais ça prenait toujours plus de temps que, par exemple, aujourd'hui, quand on demande quelque chose, en quelques semaines, on l'a, quoi. Ouais, et notamment, est-ce que ça jouait au niveau des tailles de cadre? Parce que, bon, on en a parlé avec Flo, lui, il prend des cadres, XXL, par exemple, ce qui était pas forcément simple, justement, dans ce cas où cadre en carbone, et cetera. Toi, alors tu pas forcément un gabarit XXS non plus, mais, est-ce que tu as senti que c'était plus simple pour toi de t'adapter ou que le vélo s'adapte à toi? Oui, je pense. Après, les cadres sont quand même assez, on va dire, pas standards aujourd'hui, mais c'est quand même, assez facile de trouver le vélo à sa taille. Après, tout dépend d'une taille à l'autre. Par exemple, j'ai attaqué l'an dernier sur un cadre en carbone en taille M chez Canyon. Mmh. Et en fait, j'ai fait la première coupe du monde. Ouais, j'ai fait la première coupe du monde dessus, j'ai fait tout l'hiver dessus, je me sentais bien et juste après la première coupe du monde, Fab me dit: «Ah, j'ai un doute, je pense qu'on a fait une erreur, il faut que tu essayes le S. Quand je te vois rouler, il y a un truc qui me semble pas top, il faut que tu essayes le S». On avait une semaine et après il y avait une autre coupe du monde qui enchaînait Mmh. derrière, bah, ça faisait la Pologne, une semaine et Loudanvielle et du coup, j'ai dit: «Bon, bah, si tu penses qu'il faut vraiment que j'essaye le S, allez, on refait des tests la semaine prochaine». Mon mécano se débrouille, il récupère un cadran taille S, il le monte, quand il y en envoie un vélo chez moi, il le monte. On se retrouve avec mon mécano au Pierron Bike Park à Brioude, on fait une journée de test avec les 2 vélos, le S, le M, on swap, on fait des chronos et Fab avait raison et le S, j'ai fait 5 runs avec et j'étais déjà plus rapide sur le vélo en taille S que sur le vélo en taille M. Du coup, j'ai dit: «Beh, allez, on est parti et on bascule, on prend le S». J'avais fait, 6 mois, enfin pas 6 mois parce que j'ai eu Mmh. le vélo vu que c'était à nouveau, mais j'ai fait 4 mois tout l'hiver sur un vélo en taille M et je me dis: «Bah, allez, pour la deuxième coupe du monde, tant pis, on prend le pari, on prend le S» et aujourd'hui, je roule encore sur un S. OK. Donc des fois, on croit j'ai toujours roulé sur des M chez Scott, mais en fait, d'une marque à l'autre, les tailles, peuvent, varier Mmh. et du coup, au final, je me suis retrouvée à rouler sur un taille S, chez Canyon Et ça marche. et ça marche vu que, j'ai réussi à gagner l'an dernier. Je me sens bien sur mon vélo, j'ai pas de problème et ça marche et j'ai roulé le M tout l'hiver pas cet hiver-là, mais l'hiver d'avant. Je me sentais bien aussi. Après, je pense que ça dépend des personnes. Soit tu aimes un grand vélo, soit tu aimes un vélo un peu plus court, plus dynamique, plus réactif. Ça dépend aussi des styles de pilotage. Ouais. Un tout petit mot avant de reprendre cet épisode. Comme vous pouvez l'imaginer, je passe un temps de fou pour vous proposer des épisodes toujours plus passionnants. Alors, si vous voulez m'aider à développer en roue libre, vous pouvez faire un truc tout simple et qui vous prend une seconde, c'est de vous abonner. Ça m'aide à trouver des partenaires et du financement pour continuer et à recevoir des invités de qualité dans En roue libre. Merci pour votre soutien, place à l'épisode. Est-ce que tu as quand même dû adapter des choses, je sais pas, en termes de réglage, ou est-ce que c'était juste, OK, tu prends un cadre plus petit et c'était bon? Non, il a quand même fallu adapter quelques trucs. Après, on a l'avantage chez Canyon où on a un jeu de direction avec des coupelles où on peut ajuster la longueur Mmh. comme on souhaite. Donc, au final, entre le S et le M, il y avait. Parce que je roulais le M au plus court et là, je roule le S au plus long.
Donc je crois qu'au final, il y a que 8 millimètres de différence entre les 2 cadres. Ça paraît pas grand-chose sur le papier, mais ça reste quand même, énorme quand on est sur le vélo. Donc il y avait quand même quelques ouais, il y avait quand même quelques réglages à adapter, que ce soit en termes de suspension, parce que du coup, je me retrouvais un peu plus sur l'avant, rehausser un peu les mains. Enfin, on a fait quelques réglages, spécifiques au vélo en taille S. Toi, alors, tu disais avant que c'était une partie que tu aimais bien, c'est un peu cette partie technique. Tu tu te considères comme une pilote, je veux dire, technique, fine et tu t'intéresses beaucoup aux réglages? Enfin, c'est ce que je ressens, ouais. Ouais, bah, c'est vrai que j'aime bien tout ce côté technique et c'est vrai que, ben ouais, je m'intéresse quand même beaucoup aux réglages. J'arrive, à plutôt à bien ressentir quand on change quelque chose sur le vélo et c'est vrai qu'en plus avec le mécano que j'ai aujourd'hui, Florian Rocha, on a une très bonne, relation tous les 2 et je pense qu'on s'est bien trouvés sur ce côté-là. Lui est aussi très calé sur tout ce qui est réglage, setting, télémétrie donc c'est vrai que ça m'aide beaucoup aussi et je sais que des fois, on n'a pas forcément la même vision des choses, mais je sais que quand il me dit quelque chose, ah, si je pense pas pareil que lui, je vais lui dire mon avis et on va beaucoup échanger, discuter ensemble pour trouver parfois un compromis entre ce que lui pense et ce que moi je pense. Mais Et on sent quand même que tu aimes bien avoir le dernier mot là-dessus. non, des fois je me dis: «Bon allez, j'y fais confiance, j'essaye» parce que des Ouais. fois, j'ai pas forcément la voix de la raison donc si j'essaye pas, je saurais pas. Donc des fois, je dis: «Bah, allez, on fait ce que tu dis, j'essaye et on voit». Des fois, c'est mieux, des fois, je dis: «Beh, peut-être qu'on devrait revenir un peu en arrière et réessayer autrement». Mais c'est vrai que c'est au final, c'est un bel échange qu'on a et qu'on a la chance d'avoir et c'est sûr que je suis peut-être pas toujours facile avec lui. Mais ouais, c'est un côté qui me plaît et c'est aussi l'aspect technique de notre sport qui me plaît. Ouais, mais ce que j'entends, c'est qu'effectivement tu as un ressenti qui est fin et donc tu es capable aussi de le verbaliser, de le transmettre. Là où lui, par exemple, il va se fier à la data, à la collecte de données, notamment en suspension, enfin toutes les données que vous collectez et que forcément, bah, lui, il regarde un écran d'ordinateur et toi, tu vas écouter et tu vas partager ton ressenti. Du coup, il y a un moment donné où les données seront pas déjà les mêmes, mais il va falloir les confronter. Hem, il y a des situations, ouais, tu peux nous parler de situations où, par exemple, dans un sens comme dans l'autre, hem, lui, il voyait quelque chose et il disait: «Bah, non, mais là, il faut qu'on fasse comme ça» et toi, tu dis: «Bah, non, en fait, c'est comme ça» et ça a marché et à l'inverse, tu lui as fait confiance et ça a marché? Bah, ça nous arrive souvent, pas au quotidien, mais c'est vrai que ça nous arrive, quand même souvent parce que après il est aussi très à l'écoute parce qu'il sait que les chiffres, ça dit pas tout non plus. D'une piste à l'autre, on peut avoir des chiffres assez similaires, mais les pistes sont opposées et le feedback que je vais y faire va être aussi différent. Donc lui, déjà, il écoute mon feedback, ensuite il regarde les chiffres et après il se fait une idée dans sa tête de ce qu'il faudrait faire. On échange ensemble, il me dit ce qu'il pense. Si moi j'ai une autre idée, je lui dis, ben moi j'aurais plutôt tendance à je sais pas, par exemple, à mettre des compressions alors que lui il voudrait mettre du rebond. Enfin, c'est des petits détails, enfin ça dépend des fois. Mais oui, par exemple, l'an dernier, jour de finale à Mont-Sainte-Anne, il me dit: «Ah je pense qu'il faut rajouter, un clic dans un sens», je pars, je fais les premiers trainings et tout. Du coup, j'ai dit: «Bon allez, je te fais confiance, on fait ça, on essaye». Je fais le premier run et j'arrive en bas, j'ai dit: «Ça va pas du tout, c'est la catastrophe, le vélo ça va pas, il faut pas faire ça». Du coup là, matin de finale, donc un peu panique à bord, j'ai dit: «Bon allez, repartons dans l'autre sens, refaisons, rééchangeons» et et au final après on avait 2 solutions en gros, on avait débriefé ensemble la veille, on avait 2 solutions, soit l'une que lui pensait et l'autre que je pensais, un peu meilleure. Mais on avait 2 visions différentes, on a essayé la sienne, ça ça marchait. C'est juste que j'ai dit que ça allait pas parce qu'on est un matin de finale et qu'il faut que tout s'aligne parfaitement le matin de la finale et pas se et du coup, on est parti dans l'autre sens pour le deuxième round de training et ça marchait mieux, on va dire. Du coup, au final, j'ai quand même gagné la course, mais c'est vrai qu'un matin de finale, des fois, ça on parle de détails, hein, c'est à un clic Ouais. près, hein, mais à notre niveau, un clic, ça fait la différence. Donc c'est sûr que des fois, aujourd'hui, on en rigole, mais le matin à Mont-Sainte-Anne, il était
il tremblait, il était il était en panique. Moi, sur le coup, je l'ai pas réalisé parce que, je suis dans le speed, je vis le truc et des fois, même des fois quand je parle avec lui, je reviens après et je m'excuse et j'ai dit: «Excuse-moi» parce que je suis tellement dans le concentrée en gros dans mon truc que des fois, on est dans le speed donc on fait pas forcément attention donc du coup, ça m'arrive des fois de venir et de dire: «Excuse-moi, je» enfin, des façons dont on peut se parler ou de ouais, instinctivement, on va dire, de la façon dont on peut répondre ou lui dire: «Là, j'y ai dit, le vélo, ça va pas du tout, genre, c'est à chier, mais le vélo, c'est une catastrophe». Lui, il a pris ça comme c'était la fin du monde, quoi. Alors qu'au final, moi, c'était juste que j'en prenais plein les bras, mais c'était pas dramatique. Alors ça peut être interprété de façon différente, on va dire, d'un côté ou de l'autre, qu'on se rend pas forcément compte au moment où on le dit. Ouais et puis après, bon, je pense que n'importe quelle personne qui travaille dans un team est consciente qu'il y a des moments de stress, surtout le matin d'une finale, des athlètes comme toi, qui évoluent au plus haut niveau et qui sont là quand même pour gagner des courses, tu as un niveau d'attente et de pas d'intransigeance, mais niveau d'attente qui est hyper élevé et niveau aussi de stress, de pression qui est hyper élevé et donc forcément, tu vas peut-être prendre un peu moins de pincettes, quand il s'agit de faire passer un message un matin de course que sur un team camp où tu fais des tests. Et ouais, ouais, c'est sûr que des fois dans le feu de l'action, c'est moins évident des fois. OK. Est-ce que, parce qu'en t'écoutant, alors tu dis il a changé de clic, mais est-ce que parfois il te fait des des trucs genre à l'aveugle où il te dit des trucs ou «Tiens, j'ai changé ça» et en fait il y a rien changé et tu dis: «Ah non mais ça va pas du tout» ou est-ce que c'est toujours: «Non, non mais OK, je te dis je fais ça et je fais ça»? L'hiver, de temps en temps, on fait des tests à l'aveugle pour vraiment comparer et essayer de pas être influencé par les réglages qu'il peut faire et mon ressenti en gros. Mais non, par exemple sur une coupe du monde, Ouais. s'il me dit qu'il met un clic, il va mettre un clic, il va pas en mettre 2 ou laisser comme c'était. Non, là on joue pas, ouais, sur les coupes du monde, on n'a pas trop le temps de faire ça. OK et en training, donc tu dis des tests à l'aveugle, du coup ça arrive ou c'est pas forcément un jeu, mais «Tiens, essaye ça, j'ai fait un truc, essaye ça, dis-moi ce que tu en penses» et là toi, tu es capable de dire: «Ah ouais, non, ça va bien, ça va pas» et de confirmer les settings? Ouais, 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 Mmh. par exemple, on l'a eu fait sur des tensions de rayon. Il mettait des tensions, on essayait en gros, pour voir qu'est-ce qui valait mieux en fonction de quelle piste. Beh, une tension de rayon, de toute façon, je peux toucher, j'y connais rien, enfin pas que j'y connais rien, mais à la main, j'arriverai pas à savoir, quelle tension c'est. Donc allez, on essaye à l'aveugle, on voit si c'est lui, il sait ce qu'il a mis, moi je sais pas. On part, on fait des runs, on fait toujours des chronos, pour aussi vérifier que mon ressenti soit match avec le chrono et du coup, on travaille aussi comme ça de temps en temps, c'est toujours intéressant et ça permet aussi de valider, que le feeling, le chrono et la data, les 3 matchent ensemble. Donc les tensions de rayon, toi, tu arrives à sentir la différence? Ouais. Ouais. Non mais, hem ça me paraît pas complètement déconnant, mais ça m'impressionne quand même. Parce que tension de rayon, enfin, c'est vrai que je pense que pour le commun des mortels, alors on évolue au plus haut niveau, mais pour le commun des mortels, bon déjà, pression de pneus. Bon, ensuite pression de suspension. Et là, on parle de tension de rayon qui est quelque chose qui enfin, on se dit: «Bah non, mais un rayon c'est tendu, c'est tendu». Donc là, tu nous dis: «OK, j'arrive à sentir la tension des rayons». Il y a d'autres éléments qui pour toi sont enfin jouent ou en tout cas ont un impact. Alors on a parlé des suspensions, des pneus qui sont ce qu'il y a de plus évident. 0,8 millimètres de taille de cadre. Je sais pas, par exemple, jantes carbone versus alu. Et ça, je t'avoue, j'ai jamais essayé les jantes carbone. OK, Nous, on a les DT, on n'a pas forcément de cercle en carbone chez DT en descente, donc j'ai toujours roulé que des roues alu. Avant, chez Scott, on était Race Face, c'était des roues alu aussi. OK, Donc ça, j'ai pas eu l'occasion de tester, mais du coup, d'où les tensions de rayon aussi, ça permet d'apporter de la rigidité, en gros, différemment. ouais. Cintre, carbone, alu? Moi, je suis plutôt alu. Plutôt alu? Ouais, moins de vibrations Moins et de plus de vibration? confort. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet, j'ai pas envie que ça casse?
Pas forcément, après je Mmh. pense c'est aussi des habitudes de chacun. Moi, je sais que je me sens bien avec un guidon en alu et au final, Ouais. mmh, Ou un Jackson avec son petit guidon carbone, voilà, qui a du flex. ouais, je pense c'est vraiment après on est tous différents, chacun a ses Mmh. spécificités et ouais, chacun s'adapte différemment. Nous, je sais que des fois, ben, on joue sur la rigidité du triangle Ouais. arrière du vélo et en fonction des pistes, on adapte la rigidité du cadre. OK, avec, un bridge, c'est Ouais, ça? Donc les bridges, pour ceux qui savent pas, c'est cette petite pièce qui relie les haubans et donc qui va venir rigidifier ou pas, enfin rigidifier, plus ou moins et donc ça, pareil, toi, c'est quelque chose que tu ressens, que tu arrives à sentir et tu vas dire: «OK, en fonction de chaque piste, je vais avoir, hem, suspension, pneus, rayons, triangle arrière qui vont fonctionner ensemble et qui vont faire quelque chose d'homogène et qui va bien marcher». ouais, c'est ça. Bah, en gros, on passe un peu l'hiver à tester toutes les options possibles et imaginables. On en élimine quelques-unes, on sait qu'on a des combos qui marchent bien ensemble, on sait que quand on met, bah, tel bras arrière, on met, telle paire de roues et on sait ce qui va bien ensemble, ce qui marche ensemble et ce qui marche pas ensemble. Mmh. C'est pour ça que le travail de l'hiver est quand même, très long et qu'on fait beaucoup de tests Ouais. pour arriver sur les courses et savoir à peu près en fonction des pistes, quelle tendance on va rouler. Pour avoir, discuté effectivement, avec Fabien Barrel, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de son travail à lui qui consiste à tester des choses, des nouvelles choses. Il a amené, énormément de n d'idées qu'on pensait être, un petit peu sorties de nulle part ou de l'espace, notamment, le forward geometry à l'époque chez Mondraker, le placement des cales, sur les pédales auto. Je sais pas, il y a plein d'autres trucs. Toi, il y a des choses que tu as testées et qui t'a fait tester et qui t'ont surpris et tu t'es dit: «Mais non, mais jamais je vais pouvoir rouler avec un truc comme ça». Hem, des choses qui t'ont marqué par rapport à ça? Mmh, franchement, j'ai envie de dire, on a de la chance parce qu'il a quand même un bon ressenti, un très bon feeling et il fait beaucoup de tests, tout l'hiver pour nous. Bon, pas cet hiver parce qu'il a pas pu suite à sa chute, mais il nous dégrossit beaucoup le travail et en principe, quand il nous donne quelque chose et qui nous dit: «Essaye ça, ça devrait mieux marcher», il a souvent raison. OK. Donc c'est déjà une bonne chose et on sait que, bah, il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il fait et en principe, quand il m'a jamais donné un truc et il m'a jamais dit: «Essaye ça» et ça a été une catastrophe où ça me convenait pas du tout. Plus ou moins, ça allait toujours dans la bonne direction, ça a été bien et jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Bon, bah, écoute, on te souhaite que ça continue. Hem Fabien est aussi, alors on parle beaucoup de Fabien, mais il est aussi très, très présent et très influent, hein, quand même dans le milieu de la descente et puis le milieu du vélo en général. Hem, heu, Fabien a eu beaucoup aussi de pas beaucoup, et des grosses chutes, des grosses blessures. Et là, dernièrement, une grosse blessure qui l'a effectivement immobilisé. On va dire une de plus, mais celle d'avant, c'était le dos, pareil, potentiellement il pouvait être proche de plus marcher. Hem, J'imagine que ça a été aussi un petit peu une sorte d'inspiration aussi pour toi, dans le sens où, bah, tu t'es blessé quelques fois et ça a été dur, blessure au dos notamment. Hem, Est-ce que justement ça a été un peu une source d'inspi pour toi? Est-ce qu'il te partageait aussi des conseils, des choses? Est-ce que tu as appris des choses de lui comme ça? Bah, c'est vrai que Fabien est une personne très intéressante qui partage beaucoup et qui permet d'apprendre beaucoup. On apprend aussi beaucoup de lui parce que, par exemple, cet hiver, je l'ai rarement vu dans des situations comme ça. C'est la première fois où je voyais Fabien comme ça et honnêtement, c'est un surhomme. Qu'il soit blessé ou qu'il soit en pleine forme, dans sa tête, il a une force incroyable, il y croit toujours et l'année d'avant, c'était moi qui étais blessée et que ça soit lui ou que ça soit nous qui l'ait blessé, il arrive à nous transmettre une énergie, une force, une positivité et ouais, c'est quand même je connais Fabien, enfin, depuis longtemps, mais au final, je le connais personnellement depuis pas longtemps parce que quand tu
vis avec des gens sur des courses, c'est quand même différent que quand tu les croises dans le paddock et que tu discutes, vite fait avec eux. Mmh. Et c'est vrai que j'ai, on va dire, connu Fabien vraiment l'an dernier et ça m'a aussi beaucoup permis d'apprendre de lui, sa façon de voir les choses, sa façon de faire. C'est vrai qu'il est toujours, il pense à tous les détails, il optimise tout au maximum. Des fois, on se dit: «Mais il nous sort des trucs, mais où est-ce qu'il va chercher ça? Comment il a pensé à ça, quoi?» Mais c'est vrai que ça reste, une personne assez incroyable, j'ai envie de dire, et il a une force mentale et une énergie qu'il transmet qui, que ce soit aux mécanos dans l'équipe, au staff, à tout le monde, il arrive à faire passer une énergie qui est assez dingue et Mmh. ça fait plaisir à voir. Ouais, ça fait plaisir à entendre aussi parce que, beaucoup de gens qui ont entendu, qui ont enfin entendu et vu l'épisode aussi, disaient, «Waouh!» enfin, il y a un truc qui se dégage quand même et puis moi j'avais senti ça aussi beaucoup. Hem, Cette année donc 2026, est-ce que tu as le sentiment que tu as tout ce qu'il te faut pour performer et atteindre, l'objectif qu'on te souhaite que tu atteignes? J'ai envie de dire oui, franchement, j'ai eu un bon hiver, je suis revenue de blessure l'an dernier en cours de saison, en fin de saison. J'ai eu un bon hiver, j'ai pu attaquer mon hiver, de la meilleure des manières. J'ai fini la saison dernière sur une victoire. Tout s'est bien passé, dans ma tête, tout allait bien. Honnêtement, j'ai presque envie de dire, j'ai eu le meilleur off-season de ma carrière. Tout s'est bien aligné cet hiver, on a bien travaillé sur le vélo, on a testé tout ce qu'on voulait, on a réussi à faire, tout en temps et en heure, on avait tout le matériel nécessaire et j'espère, que 2026 sera mon année. Après on sait jamais. En Corée, tout s'était bien aligné jusqu'à ce que je tombe en finale. Tout peut arriver, mais je pense être une des saisons les plus en forme, ou en tout cas, il y a longtemps que j'ai pas attaqué une saison aussi en forme. Ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'a manqué en Corée? Pas grand-chose, hein, parce que pendant les trainings, j'étais bien, je me suis vite sentie à l'aise sur la piste. Je suis tombée pendant mon run de qualif, mais j'ai réussi à me ressaisir pour la finale et j'ai fait une erreur en finale, j'ai pas réussi à réouvrir une ligne, j'ai glissé et du coup, je me suis retrouvée toute inter dans le virage d'après. Est-ce que c'est la première coupe du monde a toujours une saveur un peu spéciale, il y a toujours une petite pression supplémentaire. Je savais que j'avais la vitesse, je savais que je pouvais jouer la gagne et que si j'arrivais à tout aligner, ça pouvait bien se passer pour moi. Je pense qu'il y avait une petite pression supplémentaire où j'ai peut-être eu un peu du mal à tout aligner comme il fallait pour, gérer le run jusqu'au bout et c'est ce qui m'a manqué encore. Mmh. Est-ce que tu as pris des actions? Enfin, tu as fait des choses particulières après ça? Est-ce que, ou est-ce que non, tu t'es dit: «OK, ça c'est derrière et j'enchaîne sur la suite»? Sur le coup, il faut toujours quelques jours pour digérer parce que c'est jamais évident quand on sait qu'on a une victoire qui est peut-être pas loin et qu'on tombe parce qu'une erreur à la con et on s'en mord les doigts quelque temps. Mais, je travaille aussi avec une préparatrice mentale qui m'aide beaucoup et qui m'aide aussi, sur ces côtés-là. Du coup, j'ai pris un peu le de recul sur tout ça et j'ai aussi beaucoup discuté avec elle pour arriver à, tourner la page. C'est passé et la vitesse était là, tout se passe bien, je suis en forme, je me suis pas fait mal, j'ai rien eu de grave, la saison est encore longue et va être longue Mmh. donc Ouais. Et donc là, donc Loup-d'Envielle, comment est-ce que tu abordes, cette course? Est-ce que, tu as, tu as une préparation particulière, un état d'esprit particulier? Ou est-ce que c'est, OK, je vais voir le jour de la course, enfin, avec les avec, le track walk et avec les qualifs et tout ça? Comment tu abordes ça? mmh, j'ai pas une préparation particulière, on va dire. Après, toutes les coupes du monde se ressemblent et en principe, quand je viens sur une course, c'est pour donner le meilleur de moi-même et avoir le meilleur résultat possible. L'objectif est toujours la victoire. Après, en fonction des pistes, ça varie parce qu'on sait qu'il y a forcément des pistes où on est plus à l'aise que d'autres. Mais non, je suis toujours, on va dire, j'ai toujours un peu le même, pas protocole, mais toujours la même façon d'aborder les courses. Je suis quand même assez sereine. Je pense que je suis pas une personne qui a un stress,
extravagant, on va dire. Mmh. J'arrive quand même à bien canaliser mon stress ou gérer, la pression, on va dire. Du coup, non, je me dis: «Je prends les jours au fur et à mesure, comme ça vient, on va voir le track walk, comment la piste a évolué, faire les trainings, essayer de bien régler le vélo et voir au fur et à mesure». Déjà, le premier jour quand je monte sur le vélo, je vois vite si je me sens bien et si je suis dans le coup ou si je suis verrouillée, que j'ai du mal à me relâcher, mais sinon. OK. Tu nous parles d'une approche ou d'un protocole. Tu as des routines justement, des choses que tu mets en place sur les courses, enfin sur les compétitions, notamment prépa mentale, tu fais de la visualisation. Je sais que Fab, est un grand adepte, et enfin prescripteur de la visualisation. Est-ce que c'est des choses que tu as mis en place aussi? Ouais, 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 bah, ça fait déjà quelques années que j'utilise tout ça. Après, on a forcément nos protocoles d'échauffement qui sont assez rythmés, où on a chacun nos petites habitudes et moi, je suis quand même, pas mal, fan de la visualisation. C'est quand même un bon outil. Du coup, je l'utilise aussi quand même assez régulièrement. Mais après, rien de super particulier. OK, OK, OK. Pas de: «Ah, je mets ma chaussette droite avant la gauche et puis» Non, ouais, je suis pas trop superstitieuse, ça, je OK, fais pas trop. d'accord. OK. Donc bon, pour ce week-end de course à Loudonvielle, à l'heure évidemment où cet épisode sortira, on aura déjà le résultat qu'on te souhaite très, très bon. Si on parle un peu d'à côté du sport, tu as également une vie d'entrepreneur, parce que tu as ouvert un magasin de vélo. Est-ce que tu peux nous en parler et qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ce projet? Alors que tu es en pleine carrière? Ben c'est au final, ça a été un peu l'opportunité qui s'est présentée, en fait, quand je roulais encore, pour Scott, le magasin qui avait la marque Scott Amio. Du coup, le l'ancien propriétaire allait bientôt partir à la retraite, il cherchait quelqu'un pour reprendre et du coup, ça a été l'occasion, l'opportunité. J'avais pas du tout prévu ça dans ma tête et ça s'est vraiment fait un peu, au dernier moment. Du coup, je me suis entourée, je suis associée avec, Franck Parolin Mmh, et Thibaut, Veuillet. ouais. Franck, Parolin, qu'on connaît d'ailleurs, enfin que certains d'entre vous connaissent puisqu'il est ancien pilote élite en coupe du monde et pilote, enduro également, qui maintenant s'est reconverti à la route. Il est plutôt route autre chose et qui est donc, patron de magasin aussi et donc qui est ton associé et Thibaut Veuillet également qui est, donc, lui c'est RAD, c'est ça, hein? C'est Monkey Sauce, RAD ouais, et Monkey Monkey Sauce, Product. ouais. Monkey Products, très bien, qu'on salue également. D'accord, donc tu es associé, vous êtes 3 et donc ça te permet d'avoir, un pied dans l'entrepreneuriat, mais de pas forcément être opérationnel. Ouais, c'est ça. L'objectif pour moi, c'était seul, je l'aurais jamais fait parce qu'avec ma carrière en parallèle, c'est clairement pas possible. Là, le fait d'être 3, c'est quand même plus simple, on peut se partager les tâches. On a un employé au magasin qui est là, qui est un gestionnaire, enfin qui gère le magasin seul et qui est très calé, qui est très compétent. Du coup, ça c'est quand même, on a une chance de savoir qu'on peut se reposer sur lui, les semaines de course où moi je peux pas du tout être, au Mmh, magasin. ouais. Donc c'est quand même, aussi un plaisir de travailler à plusieurs. OK. Comment tu as vécu, parce que bon, en tant que patronne de magasin, tu as quand même vécu l'après-covid, comme beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, qui bossaient dans les magasins. Comment tu as vécu ça? J'imagine que c'était pas la période la plus simple à gérer, mais comment, voilà, toi, tu as vécu cette période et est-ce que ça t'a affecté? C'est vrai que au final, on n'a pas repris à la meilleure période vu que ça a été un peu l'après-covid et que ça n'a pas été facile. Tout était un peu le business était un peu à l'arrêt, on va dire. Donc les premières années ont pas été évidentes, mais on voit qu'au fur et à mesure, ça commence à repartir, ça repart doucement, ça reprend un peu, donc ça redonne confiance aussi. Mais c'est sûr que ça n'a pas été les années les plus faciles en termes de business. Ouais. Hem, sur quoi alors j'imagine que tu t'appuies sur toi, ta visibilité, ta notoriété, mais est-ce qu'il y a d'autres ingrédients sur lesquels tu t'appuies justement pour développer le magasin, la visibilité, la clientèle et cetera? Ouais, c'est sûr qu'on essaye d'être assez actif, notamment sur les réseaux, de communiquer assez régulièrement, de faire quelques sorties avec les clients de temps en temps, de faire des stands sur des événements locaux pour se faire connaître et essayer de développer la clientèle. Je pense qu'il faut aussi
Même, si oui, certes, j'ai une notoriété à Millau, que du monde me connaît, c'est toujours bien d'être, proche des gens et de pouvoir partager avec eux. Donc c'est sûr qu'il faut aussi arriver à prendre le temps pour faire tous ces petits événements et passer du temps, avec les gens. Ouais, oui. Oui, parce que c'est pas juste mettre ton nom sur un magasin, c'est aussi être là avec les gens. Ouais, c'est ça. Ouais. Hem, Est-ce que tu vois justement arriver dans le magasin ou en tout cas à côté de Millau cette, enfin une génération ou des jeunes, prometteurs où tu te dis: «Ah lui ou elle d'ailleurs, hem, il risque de marcher, bien à l'avenir»? Bah, des jeunes qui roulent vite aujourd'hui, on en voit beaucoup. C'est ça qui est assez incroyable, nous, on a la chance à Millau qu'ils ont développé un bike park, assez récemment et où c'est très accessible à tout le monde peut rouler et quand on voit les jeunes, on les croise, souvent et quand on les voit déjà à la vitesse où ils roulent, c'est sûr que c'est assez dingue. Après savoir s'il y aura une perle rare parmi tous ces jeunes-là, c'est jamais évident, mais c'est sûr qu'il y en a de plus en plus. Ouais. Hem, Qu'est-ce que tu aimerais faire, alors évidemment tu as un magasin de vélo, mais qu'est-ce que tu aimerais faire, après ta carrière? Ben, c'est pas la question que je me suis trop posée pour l'instant. Je me Ouais. dis que le magasin, ça reste, aussi une façon, ben, un peu en quelque sorte, d'assurer aussi mon avenir parce que je sais que ma carrière va pas durer toute ma vie, même si j'adore ça et que j'espère le faire le plus longtemps possible. Mais après je me dis: «On verra au fur et à mesure» ou quel moment je décide d'arrêter et quand est-ce que je décide d'arrêter, si j'ai des opportunités. On verra. Pour l'instant, je me suis rien fixé de spécifique et on va faire au fur et à mesure. OK. Ouais, ouais, alors, je te posais pas la question pour dire, «Bon, bah, OK, vas-y, hein, prends la retraite». Mais plutôt parce qu'effectivement, on a vu des gens hem, qui faisaient des plans. Alors toi, tu en as fait, hein, évidemment, mais qui faisaient des plans sur, voilà, l'après-carrière. Hem, Tu te vois faire, toi, une carrière longue? Genre, «Non, mais tant que je peux rouler, je roule»? Ou est-ce que tu te dis: Bah, OK, peut-être qu'à un moment donné, si je sens que je suis plus aussi performante, je vais arrêter. Honnêtement, j'ai jamais trop réfléchi à ça, particulièrement. OK. Je me dis que je vais voir au fur et à mesure. Là, pour l'instant, tant que je prends du plaisir sur mon vélo et que j'arrive à performer et que je me bats toujours pour la victoire, c'est sûr que tant que je suis à ce niveau-là, je risque pas d'arrêter. Mmh. Mais après, je sais pas du tout, Ouais, puis il te reste encore, quelques beaux objectifs carrément. à atteindre. C'était un petit peu la transition, sur ma question, c'était qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Mais bon, je pense qu'on a quelques éléments de réponse, mais bon, ça je te laisse quand même le soin de nous répondre. Ben, déjà la santé, pas de blessure, c'est la priorité. J'en ai eu assez, je me suis fracturé assez de vertèbres comme ça. Donc ouais et après le plus de victoires possible. Mmh. Bon, et une petite breloque et un beau maillot arc-en-ciel, C'est sûr que j'y cours toujours après et j'espère, l'avoir un jour. bon, bah, écoute, on te le souhaite. Si tu avais quelqu'un, quelqu'une, que tu voulais entendre dans un prochain épisode d'En roue libre, ce serait qui? Tu as déjà entendu beaucoup de monde donc le cercle commence à se réduire, c'est pas évident. Mais je pourrais dire Ben Walker de chez Ben Scott, Walker, ouais? avec qui j'ai travaillé pendant des années. C'est une personne très intéressante et il a beaucoup de choses, à apprendre, je pense, à nous apprendre À en tout nous cas. apprendre. Ouais, ouais, Ben Walker, effectivement, personnage très intéressant, très créatif et très, je dirais, ouais, influent. Ouais, Aussi, même si beaucoup ne le connaissent pas, il est notamment shaper aussi, du ouais, côté de Morgin, si je me trompe pas. c'est ça. Ouais, et Morgin, puis d'ailleurs Champéry, Champéry, puisqu'il a ouais. shapé aussi, hein, Mmh si je me trompe pas. et ouais, ouais Voilà, c'est lui le responsable de cette piste. et ouais, ouais. Il a plusieurs cordes à son arc et il fait des vélos au fond de son garage, il fait un peu de tout et c'est une personne très intéressante. Ah ouais, OK, je prends. Bon, un mot pour finir? Un mot pour finir? Bah, déjà merci à toi de m'avoir, reçu, chez En roue libre. Eh ben, avec plaisir. C'était super cool d'échanger avec toi.
tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bah, tout pareil, hein, le meilleur pour la suite et je sais qu'il y a encore de belles, belles choses qui te restent à accomplir. J'ai le sentiment que tu as tout ce qu'il faut pour y arriver et effectivement, bon, les blessures après c'est une part de chance, de malchance ou de machin, mais touchons, tout le bois qu'on peut ou de la peau de singe pour que rien de tout ça ne t'arrive, en tout cas que le meilleur t'arrive et voilà et merci aussi pour cet exemple de détermination que, qui s'est pas forcément exprimé vraiment en termes de mots, mais plutôt en termes de manière de les amener, ces mots et je trouve que c'est hyper important, de pouvoir capter ça, de pouvoir, voir que oui, OK, on a des mecs, des pilotes élites hommes qui sont déter, comme on dit, mais aussi c'est bien de voir des des femmes pilotes qui sont déter et de voir qu'elles lâchent rien et ouais et j'aimais je formule le vœu qu'il y ait des jeunes pilotes filles, qui t'écoutent et qui se disent: «Bah, carrément je veux faire comme elle, quoi». Quel message d'ailleurs tu pourrais faire passer à des petites filles ou des parents, pour leur dire: «Mais allez-y, faites du vélo»? Bah, c'est vrai qu'on se met de plus en plus à voir de petites filles sur des vélos et honnêtement, ça fait super plaisir et honnêtement, j'ai juste envie de dire, que ce soit des petites filles ou des petits garçons, juste, faites-vous plaisir, kiffez et après, vous verrez au fur et à mesure, quoi, mais surtout vous prenez pas la tête et le plaisir avant tout. Mmh. OK et ben, on prend le plaisir avant tout. Bon, merci beaucoup Marine. Merci à toi. Merci pour ça et puis on te souhaite le meilleur pour ce week-end, le meilleur pour cette saison et puis le meilleur pour cette carrière, hein, avec plein de bonnes choses, plein de belles victoires et des beaux maillots, des belles médailles. Merci pour tout. Voilà. Bon et puis merci à vous qui nous avez regardés ou écoutés et puis voilà, on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'En roue libre. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode d'En roue libre. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de passer plus de temps sur votre vélo. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre la communauté En roue libre en vous abonnant sur YouTube et en suivant En roue libre sur Instagram et TikTok. Aussi, abonnez-vous à la newsletter En roue libre pour ne rien manquer de l'actu du monde du vélo et d'En roue libre. Vous venez d'écouter En roue libre, l'émission qui nourrit votre passion du vélo, et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.